Salut à tous! Créée en 1820, la promenade des Anglais est devenue l'une des promenades les plus célèbres au monde. Touchée en plein cœur le 14 juillet 2016, elle se sécurise et se refait une beauté pour valoriser à la perfection son emplacement exceptionnel. Bonjour Jean-Pierre Barbero. Bonjour Dorothée. Enchanté, vous êtes le directeur du musée Masséna. Le musée Masséna, avant c'était une villa qui appartenait à qui? C'était la villa de la famille du prince d'Essling. En 1898, sur cette promenade des Anglais, on a envie de venir pour se distraire, pour être là, pour partager avec tous les gens qui viennent en villégiature cette histoire qui est en train de se créer, l'histoire des hivernants. Elle devient musée à partir de quand? Elle devient un musée alors en deux étapes. En 1919 et le 23 septembre 2019, nous aurons 100 ans. C'est l'ouverture de la villa aux réceptions officielles et l'inauguration officielle du musée, j'allais dire sans le musée, avec uniquement les salons du rez-de-chaussée et les œuvres. Et puis il deviendra musée sur les collections niçoises à partir de 1921. Vous me faites découvrir? On va vous faire découvrir. Pour arriver jusqu'à la villa, on traverse ce jardin qui a été dessiné par Édouard André, un des plus grands paysagistes du 19e, qui était versaillais. Et lorsque vous le regardez aujourd'hui, vous voyez les plantes qui, en 1898, ont été plantées. Il aborde deux types de paysages, le paysage anglais avec ses petits vallons, ses éléments, les palmiers, et le jardin à la française qu'on trouve dans l'autre partie de la villa. Et à l'époque, on donnait beaucoup de réceptions ici? C'est un lieu de réception, mais c'est une villa à vivre. En fait, c'est une villa où il y a 6 personnes qui vivent et 60 personnes pour l'entretenir. Et puis en même temps, on est à l'époque où les grands du monde se réunissaient et on va se retrouver à la Villa Masséna avec des réceptions dans le jardin qui sont des réceptions entre amis. Je vous laisse rentrer. Heureux de vous accueillir dans ces salons de réception. Non, ils n'étaient pas de réception à l'époque, mais de rencontres entre ces grands qui venaient au niveau de la villégiature. Et dans ce salon, le prince d'Essling passait les soirées avec des princes, des rois, des personnalités, dont certains, à cause de notre histoire, se retrouvent aujourd'hui sur les murs, avec Napoléon III, Eugénie par exemple. Les décors qui sont ici, c'est des boiseries qui ont été achetées par Victor le Masséna, qui décide de vouloir construire un décor avec des éléments qui vont rappeler l'histoire du grand-père. Alors les portes et les trumeaux, c'est le château de Gauvonne. Les tableaux où on a la bataille de Rivoli et la bataille d'Essling, c'est par contre pour montrer qu'ils sont ducs et princes, pas parce qu'ils ont acheté le titre, mais parce qu'à un moment donné, le grand-père a fait des batailles. Les plafonds, c'est autre chose. C'est la reproduction des plafonds de la reine Christine au château de Gauvonne, la chambre et l'antichambre. Et les plafonds que vous voyez, ils ont été peints en 1898. Et vous pourrez constater qu'ils sont complètement en état. Alors en 2008, on a restauré le musée, mais rien n'a été repeint. Vous vivez aujourd'hui dans la Villa Masséna, lorsque vous le visitez ou lorsque vous venez au moment d'une réception, vous vivez tel qu'on pourrait le vivre en 1898 ou en 1917. 1917, puisque c'est la période où la famille Masséna va donner la villa à la ville de Nice. C'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui c'est un musée d'art et d'histoire, puisque la famille Masséna, là encore, va souhaiter dans la donation qu'un musée d'art et d'histoire soit fait au premier et au deuxième étage. On remonte le temps ici et justement, qu'est-ce que vous exposez en haut? Le musée Masséna, c'est Masséna, Napoléon Ier, le maréchal d'Empire, le grand-père.
Et on a des trésors. On a le masque mortuaire de Napoléon, le diadème de Joséphine. On a des pièces qui retracent cette histoire forte de la présence de Napoléon et des empires. Et puis, le musée Masséna, c'est aussi l'histoire de Nice. L'histoire de Nice à partir de 1860. De là, la construction de la promenade des Anglais, 1820. Ça a été le révérend Lévis, c'est tout ce qui va faire que cette promenade sur laquelle vous vous promenez a été construit, agrandi et a évolué. Et donc on va montrer dans l'exposition de salle en salle comment une ville qui est faite de Masséna, Garibaldi, le port, c'est ça, c'est le vieux Nice, c'est cet espace-là, va petit à petit s'agrandir avec la construction de l'avenue Jean Médecin, si ce n'est que lorsqu'on regarde les photos, on se rend compte que c'est des arbres, c'est des agrumes, on n'est pas encore dans la ville. La gare à 1 km, les Niçois n'apprécient pas ça du tout, c'est trop loin. Et puis une fois que cette ville commence à se monter, la construction des hôtels, la manière dont les hivernants vont venir, le portrait de la reine Victoria. On a le portrait officiel de la reine Victoria qui a été offert par la reine au président Félix Faure en 1885. Ce tableau-là a été exposé à l'Élysée, il a été transféré à Versailles et en 2008, Versailles nous l'a prêté pour qu'on puisse parler et rendre hommage à la population anglaise de la Côte d'Azur, sachant que le prince Charles est venu le voir le 7 mai. C'était assez intéressant de présenter au prince Charles sa grand-mère, enfin il la connaissait bien. Des expositions temporaires également ? 2 expositions temporaires. Une, c'est une présentation, le Bréa, et la deuxième, l'exposition sur les 100 ans de la Victorine. Stéphane Morabito, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes le directeur du patrimoine historique de la ville de Nice. Nous sommes encore dans le musée Masséna. Bientôt, on va s'approcher du Bréa, une œuvre qui a été restaurée depuis 3 ans, restauration. Qui est cet artiste Bréa ? Donc Ludovic Bréa est un artiste niçois qui est né à Nice en 1450. Sa famille était installée rue de la Barillerie, dans le Vieux-Nice, en parallèle à l'arrière du cours Saleya actuel. Son père était tonnelier et lui, immédiatement, s'est intéressé à la peinture et a été un des grands artistes du début de la Renaissance. Plusieurs de ses œuvres étaient exposées au monastère de Cimiez, c'est ça ? Tout à fait. Au monastère de Cimiez, il faut savoir qu'on a 3 Bréas. Donc un que nous avons envoyé en restauration il y a 3 ans, qui est rentré donc en début d'année 2019, au mois d'avril. C'est la crucifixion donc. 2 autres y sont encore, la Pietà et la Déposition. La Pietà partira en restauration avant la fin de l'année 2019 et la Déposition vraisemblablement dans le cours de l'année 2020 pour que l'ensemble soit restauré pendant que des travaux vont être exécutés à l'intérieur du monastère pour donner les meilleures conditions possibles à leur retour in situ, puisque le but, c'est de les remettre en place. Et donc pour l'instant, vous avez accueilli ici au musée Masséna la crucifixion. Nous avons fait des aménagements très particuliers pour pouvoir le conserver avec une hygrométrie très précise, véritablement contrôlée au pourcentage près, afin que l'œuvre puisse résister au mieux à cette restauration, puisqu'il faut savoir que c'est un petit peu paradoxal, mais quand on fait la restauration d'un tableau, il devient plus fragile à la sortie de la restauration, donc il faut vraiment faire très attention. Et c'était un tableau qui malheureusement avait beaucoup souffert ces dernières années. On va le voir ? Oui, bien sûr, avec Alors plaisir. montrez-nous comment ça se passe pour aller le voir. Donc, a été installé un double sas pour pouvoir conserver justement la température et le taux hygrométrique idéal dans cette pièce qui a été totalement aménagée pour pouvoir recevoir ce Bréa que l'on peut magnifiquement admirer ici, donc cette crucifixion. Donc 5 à 6 mois de travaux pour aménager l'ensemble de la pièce et répondre aux attentes du ministère de la Culture et en particulier des monuments historiques, puisque c'est une œuvre qui est classée, donc il fallait la recevoir dans les meilleures conditions. Et ce qui est exceptionnel par rapport au moment où elle sera à nouveau présentée à Cimiez, c'est que là, nous l'avons sous un format complètement éclaté. On peut avoir un accès vraiment privilégié et on peut voir les détails, par exemple, de la prédelle, la partie qui se trouve en fait normalement sous le panneau central, l'entablement. Il l'a restauré ? Alors, il a été restauré par un grand nombre de restaurateurs, puisque en fait, il est composé de différentes parties. Il est bien sûr sur bois, donc il faut un restaurateur spécifique au bois. Il faut un restaurateur spécifique à la couche picturale et spécifique aussi aux dorures. En tout, il y a 9 personnes qui ont travaillé en continu, quasiment 3 ans,
sur ce magnifique chef-d'œuvre de Bréa. Quelle est sa spécificité? Nous sommes donc à un moment charnière au début de la Renaissance où véritablement là on sort des éléments poncifs du Moyen-Âge et où on se retrouve avec des personnages qui ont un trait extrêmement fin, avec une représentation du paysage derrière qui est magnifique, et on a plus de réalité que ce que l'on pouvait avoir On ressent auparavant. vraiment les émotions en fait, des Oui, personnages. énormément. Et d'ailleurs, si on se rapproche, on peut voir la Vierge Marie qui a des larmes. On peut voir aussi Saint François avec les stigmates dans ses mains, qui a aussi des larmes. Et ce qui est pour moi vraiment très très émouvant, c'est aussi la chevelure de Marie-Madeleine. On pourrait toucher quasiment ses cheveux. Quelque chose d'émouvant aussi quand on regarde, et ça, on ne pourra le voir qu'ici, puisqu'à Cimier, les pilastres seront emboîtés sur les côtés, c'est que l'on voit ici les petits coups de peinture, les petits coups de pinceau de Bréa, juste avant, de Ludovic Bréa, avant de faire véritablement sa touche. De temps en temps, lorsqu'il avait un trop-plein de peinture, il mettait un petit coup sur le côté. Donc là, c'est vraiment émouvant parce qu'on est en contact direct avec la façon dont il a procédé. Et une œuvre de plus de 500 ans. Oui, elle date de 1512, comme on peut voir, avec la signature. Bonjour Aymeric Jody. Bonjour Dorothée. Vous êtes le co-commissaire de l'exposition actuelle présentée au musée Masséna Nice Cinémapolis qui aura lieu jusqu'au 30 septembre ici. Elle a été organisée bien sûr avec Jean-Jacques Ayagon. Elle célèbre les 100 ans des studios de la Victorine mais aussi l'histoire du cinéma dans la région. C'est ça, c'est un large portrait historique en fait qui revient sur 123 ans d'histoire du cinéma à Nice, de la toute première captation et projection des Frères Lumière en février 1896 jusqu'à aujourd'hui en 2019. Et c'est une longue balade chronologique dans l'histoire du Nice et du cinéma. Pourquoi les Frères Lumière étaient-ils venus ici dans la région? C'est pour la lumière de Nice, la qualité de cette lumière, la constance de cette lumière. C'est ce qui avait fait la fortune touristique de Nice un siècle auparavant. Et c'est pour la même raison qu'on s'installe sur les collines niçoises, de la même façon qu'on aurait pu le faire et qu'on le fait ailleurs sur les collines californiennes par exemple. Qu'est-ce qu'on tourne ici en premier? On tourne en premier lieu des petits reportages d'actualité, c'est dans les tout débuts du cinéma, des petites scènes de la vie quotidienne, politique, culturelle, sociale. Et puis peu à peu, à Nice par exemple, avec l'arrivée des frères Pathé, on va réaliser les premières fictions, des petites séries comiques qui vont du coup dès le début du siècle être produites en nombre ici à Nice. Pourquoi on construit les studios de la Victorine alors? Les studios de la Victorine s'implantent du coup en 1919 et ils s'implantent sur un terreau qui est déjà très fertile. Il y a déjà eu les studios Pathé, il y a les studios Gaumont, il y a d'autres pionniers, d'autres artisans du cinéma, des faiseurs de cinéma qui sont là à Nice depuis près d'une vingtaine d'années. Et donc Serge Sandberg et Louis Nalpas, deux producteurs, décident de s'associer pour créer un grand studio modèle sur la colline Saint-Augustin. Ça marche? Et ça marche dès le début, dès la fin 1919. On réalise de nombreux films, plusieurs films dans les années qui viennent, jusqu'au début des années 20, où l'américain Rex Ingram, par exemple, s'installe dans les studios de la Victorine. Et du coup, c'est le début d'une longue histoire de cinéastes étrangers, de cinéastes venus du monde entier qui s'installent à Nice et à la Victorine pour réaliser des films. Il y a des films cultes qui ont été tournés notamment. Oui, par décennies, on peut en citer plusieurs, mais on retient par exemple Les Enfants du Paradis, L'Éternel Retour pour la période de la Seconde Guerre mondiale, mais bien d'autres comme La Nuit américaine par exemple, qui va être un film absolument emblématique pour la Victorine. Gilles Bardot pour Et Dieu créa la femme, de nombreux artistes, Picasso s'y installe en 1955 pour la réalisation du Mystère Picasso, Jean Cocteau pour Le Testament d'Orphée. Et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, parce que les studios n'ont jamais cessé d'exister, n'ont jamais cessé de produire des films. Et donc récemment, par exemple, une série comme Riviera, une série britannique, du coup, s'est installée au studio de la Victorine pour réaliser sa saison 1 et 2. L'exposition présente aussi le futur des studios de la Victorine. Depuis 2017, la ville de Nice a repris en régie les studios de la Victorine et le maire de Nice, Christian Estrosi, sous l'égide d'Éric Garandot, ancien président du CNC, a mis en place un comité Victorine qui est chargé justement de plancher sur l'avenir des studios et de remettre du coup des propositions pour l'avenir des studios de la Victorine.